Salut les mecs, salut les beaux gosses qui aiment regarder des séries et films du futur sur vos télés. 4K, bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler des séries et films que j'ai vus récemment, vous donner un petit avis bref et rapide. Et en fin de vidéo, on va parler du gros morceau du moment, à savoir Stranger Things saison 5. On va commencer par une série monstre Ed Gein, la troisième partie, troisième saison, t'appelleras ça comme tu veux, de la saga Netflix Monstre, la première saison étant consacrée à Jeffrey Dahmer, la deuxième aux frères Menendez. Jeffrey Dahmer, j'en avais entendu parler, les frères Menendez, je connaissais pas, donc ça m'a permis un peu de découvrir ce cas, et Ed Gein, j'en avais entendu parler, mais alors, de manière très lointaine, donc ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage et le leg qu'il a laissé à la pop culture, c'est quasiment lui le père fondateur de tous les slashers. Voilà, les films d'horreur slashers, Jason, Friday the 13, Massacre à la tronçonneuse, d'ailleurs le premier film, Massacre à la tronçonneuse, de Toby Hooper, si je dis pas de conneries, sorti dans les années 70, c'est clairement inspiré de l'œuvre, entre guillemets, de Ed Gein. D'ailleurs, on le voit avec Alfred Hitchcock aussi notamment, et puis son film Les Oiseaux. D'ailleurs, j'ai trouvé ces incursions, même si effectivement ça pouvait avoir un rapport avec le personnage, parce que la série voulait montrer le rapport entre ce personnage, ce tueur en série, et le leg qu'il a laissé finalement à la pop culture moderne. Donc ces séquences-là, alors heureusement c'est juste sporadique, éparpillé tout au long, je sais plus, il y avait 10 épisodes, je me souviens plus, 8 ou 10. Ouais, parce que là, ça fait au moins 2 mois que je l'ai vu au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est étalé de manière sporadique, mais je sais pas. J'ai trouvé que ça faisait un peu tâche dans le décor. Ouais, la première partie avec Hitchcock, Toby Hooper aussi. On le voit, heureusement c'est des séquences qui durent en général pas trop bien longtemps. Bon, le pauvre Ed Gein, déjà de base, oui, bon, il est autiste, puis bon, l'influence de sa mère, enfin bon, tout un mélange, un globi-boulga de mauvaises choses, et de choses toxiques, surtout l'a rendu tel qu'il est. Est-ce qu'on peut dire que c'est de sa faute ? Bon, je sais pas juridiquement comment il a été classé, en tout cas il n'a pas été condamné à mort, dans la série, on le voit pas comme ça, il finit ses jours finalement à l'hôpital. Autant je peux comprendre les passerelles qu'on puisse faire avec la pop culture, donc Alfred Hitchcock et Toby Hooper pour Massacre à la tronçonneuse, autant à la fin j'ai trouvé des scènes mais inutiles, voire même déplacées. Je repense à cette scène notamment où il y a deux flics qui vont interviewer une espèce de leg d'Ed Gein, un tueur en série qui a fini en tôle. Voilà, puis qui est un fétichiste, le mec il adore les godasses, il adore les pieds. Donc il y a toute une séquence où les flics ils vont à la prison parler avec ce mec, avec ce pervers même. Et j'ai trouvé que toute cette séquence ne servait à rien. Ouais, ça servait à rien dans l'intrigue. Alors, ça sert pour montrer que oui, effectivement, Ed Gein, là encore, il a eu une influence sur les tueurs en série à venir. Il y avait lui, puis un autre gars aussi en tôle, un homo, qu'on voit. Enfin, des mecs qui ont une fascination sans faille pour Ed Gein. Bon, c'était une série intéressante pour en apprendre sur le personnage, pour savoir quelle était sa vie, essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment, même si j'imagine que tout ça a été romancé pour la série. Je pense que là, on est assez loin de ce qui s'est passé pour de vrai, ça devait être beaucoup plus trash que ça. En tout cas, concernant cette série monstre, ouais, celle d'Ed Gein, c'est peut-être celle que j'ai le moins appréciée. La saison 1 de Jeffrey Dahmer, franchement, alors c'est glauque, c'est poisseux, c'est vraiment dégueulasse, mais j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé. Puis bon, l'interprétation d'Evan Peters, franchement, le mec il était incarné, franchement tu le vois, ça fait froid dans le dos, tellement le mec il était à fond dans le rôle. D'ailleurs l'acteur qui fait Ed Gein, c'est pareil, le mec, aucune fausse note, c'est limite, ça fait froid dans le dos de voir des interprétations poussées à ce point-là. Donc ouais, j'ai préféré la saison 1. La saison 2 juste derrière avec les frères Menendez, même si ça m'avait un petit peu moins captivé que Jeffrey Dahmer, et du coup ouais, cette saison 3, c'est celle que je préfère le moins. Est-ce que ça serait pas finalement une espèce de voyeurisme mal placé, ces séries-là ? Je sais pas. Il y a comme un plaisir malsain, plaisir malsain, le terme est peut-être un peu fort, mais il y a un côté malsain de regarder ces séries-là.
Voilà, histoire de dire non, il faut pas oublier, voilà, il faut pas oublier déjà ces gens-là et surtout ce qu'ils ont fait. Bon, je sais pas. Après, d'un point de vue éthique, c'est peut-être discutable. Est-ce qu'il y aura une saison 4? Bon, apparemment, ça a bien marché, donc j'ai envie de dire peut-être probablement. Maintenant, à savoir sur quel personnage. Deuxième œuvre qu'on va évoquer dans cette vidéo, Roofman avec Channing Tatum dans un registre assez surprenant parce que Channing Tatum, en général, on le voit plutôt dans des comédies, puis c'est le mec assez enclin à la déconnade, et là, on le retrouve dans un rôle sérieux, aux côtés de Kirsten Dunst. À chaque fois, je prononce mal son nom. En gros, la nana des premiers Spider-Man, hein, la copine à Peter Parker, et la gamine aussi qu'on voyait dans Entretien avec un vampire. Hein. Alors, c'est quoi l'histoire de Roofman? Donc, c'est un mec un peu bébête, ouais, un petit peu stupide, un peu idiot, mais qui a un certain génie dans sa tête pour commettre des vols. Hein. C'est pas quelqu'un de méchant, il va pas tuer, il va pas vouloir faire du mal aux gens. Non, non, le mec, il veut juste vivre une vie correcte. Il a un peu de mal à travailler, oui, il est un peu en dessous, monsieur tout le monde. Et comme monsieur tout le monde, il aimerait voir son quotidien un peu amélioré, donc ça le pousse à commettre des vols, des casses, et c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Et c'est là que c'est encore plus cocasse. Donc le mec, il a braqué je sais pas combien de McDo apparemment, en enfermant des employés dans les frigos, mais on voit des témoignages hein, d'ailleurs à la fin du film qui disent non, hein, voilà, le gars il est venu, il a volé, il nous a pas fait de mal, il nous a mis dans le frigo et tout. Et puis c'est ça qui l'avait du coup condamné à la prison parce que même s'il a pas fait de meurtre, voilà, il a quand même séquestré des gens et apparemment le mec il va passer le reste de sa vie en tôle. Donc oui, à force de commettre des vols, le mec il se fait pincer, il se retrouve en cabane et puis oui, des ruses dessus parce que le mec, c'est paradoxal parce qu'il est un peu bébête mais quand il s'agit de réfléchir à faire des trucs un peu machiavéliques, là par contre ça, le cerveau il tourne. Hein. Et donc il arrive à s'échapper de cette prison et il se retrouve dans un Toys R Us, un magasin Toys R Us, dans lequel il se cache pendant a priori 6 mois. Donc c'est quand même énorme et le mec il réussit à se faire une planque dans le magasin et puis on voit un peu tous ses problèmes au quotidien. Alors il y a une espèce de vestiaire donc il peut aller prendre des douches, mais alors comment il fait sa lessive, comment il bouffe. Alors il y a des sucreries dans le magasin, hein, du M&M's, des trucs comme ça, mais au bout d'un moment le gars il finit au dentiste, on le voit dans le film d'ailleurs. Il va au dentiste parce qu'à force de bouffer des sucreries, et puis bon, voilà, de fil en aiguille, en observant un peu les employés de ce magasin, il apprend à les connaître et tout, puis c'est là qu'il va rencontrer la fameuse Kirsten Dunst, avec laquelle il va essayer de repartir à nouveau, se faire une vie, parce que le gars, il avait déjà femme et enfant auparavant, mais enfin bon, voilà, sa vie d'avant, il pouvait tirer un trait dessus. Voilà en grosso modo hein, le résumé du film, le pitch du film. Bon, de toute façon, on le connaît déjà, étant donné que c'est tiré d'une histoire vraie. Mais Kirsten Dunst, elle est dans son registre. En général, c'est une bonne actrice, ça ne déçoit pas. Mais Channing Tatum, ah ouais, franchement, là, j'étais plutôt agréablement surpris. Hein. Le mec sort de sa zone de confort, clairement. Hein, c'est pas du tout le genre de registre qu'il fait habituellement. Et il le fait bien. L'interprétation est plutôt cool. Donc, apparemment, le film est passé assez inaperçu. En France, je sais même pas s'il est sorti au cinéma, je sais même pas s'il est dispo en VOD là sur des Netflix ou Amazon Prime ou je sais pas. En tout cas, si vous avez l'occasion de le voir les gars, moi je vous le recommande, c'est vraiment sympa à regarder, j'ai passé un bon moment. Troisième œuvre que je vais citer dans cette vidéo, on va parler de Insaisissable numéro 3. Tu l'as vu? Oui. Tu l'as déjà oublié? Oui. Non mais c'est normal. T'inquiète pas, c'est mon cas aussi. Alors j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une saga qui avait marché d'ailleurs au cinéma? Bon, j'ai vu les précédents, j'ai vu le 1 et le 2. Oui, sympathique, film popcorn, c'est pas désagréable à regarder, mais alors, sitôt vu, sitôt oublié. Hein. Donc en gros, c'est une équipe de magiciens, 3-4 magiciens, 4 je crois, et qui vont être des espèces de Robin des Bois modernes, hein. Ils vont voler, mais toujours avec ce sens de l'honneur et de la justice. Mais bon, là c'est un film, alors il y a plein de montages, il y a plein d'effets spéciaux, enfin bon, ils te font des tours de passe-passe, t'y crois pas une seconde. Voilà, ni dans le 1, ni dans le 2, puis encore moins dans le 3. Alors dans le 3, la grande méchante, ça va être Rosamund Pike, qui va incarner, une directrice, d'une grande société, qui court après le fric, hein, évidemment, et puis... elle cabotine de ouf là-dedans, même elle y croit pas une seconde à son rôle de méchant. Quand tu la regardes à l'écran, tu vois qu'elle était là pour son chèque, quoi, clairement. Alors on retrouve Jace Eisenberg, hein, notamment, en chef d'équipe,
Woody Harrelson, ce bon vieux Woody Harrelson. Moi, je l'aime bien, ce mec-là. Il a une bonne gueule. Puis bon, alors attends, je crois qu'il y a... Je crois que c'est Dave Franco, le frère de James Franco. Ou James ou Dave. Oh, je les inverse à chaque fois. Puis bon, il y a une autre meuf, je me souviens plus. Enfin, c'est une meuf qui est pas très connue. Et ils essayent d'introduire une nouvelle génération de magiciens voleurs dans cet épisode 3, qui sont au nombre de 3, je crois. Bon, c'est des jeunes gamins, alors franchement, des jeunes acteurs, moi je les connais pas. Bon, les mecs, c'est pas désagréable à regarder. Tu vois, si un soir tu t'emmerdes, t'es en famille avec ta compagne, tes enfants, et puis vous cherchez un petit film à regarder en famille, bon, ça peut faire l'affaire, hein, parce que ça, c'est un film tout public. Voilà, mais bon, ouais, il va falloir, oui, mettre la suspension d'incrédulité, hein, parce que putain, ouais, il y a des trucs assez invraisemblables. À un moment, je crois, il y a une. Voilà, ils se font courser dans un immeuble, et puis ils arrivent sur le toit, il y a un hélico. Et puis, bon, bah, t'as un hélico, bah, tu montes dans l'hélico, puis tu te barres, tu vois. Et puis, bah non, ils sont poursuivis par, ouais, je sais pas, d'espèce d'agents de sécurité. Et les mecs, ils arrivent sur le toit, et puis, bah, ils voient l'hélico, ils entendent le bruit de l'hélico, et puis, donc, ils regardent comme ça, ils disent, ah, il y a un hélico, putain, mais foncez dessus, quoi. Et puis, genre, 5 secondes, 10 secondes après, bah, en fait, l'hélico, il s'écroule, en fait, c'était une plaque, voilà, c'était une planche, tout simplement, avec un haut-parleur qui diffusait un bruit d'hélico. Ben pourquoi? Je veux dire, ça sert à rien, je veux dire. Les mecs, ils se ramènent, ils montent dans l'hélico, ils se barrent, quoi. Même si les agents de sécurité, ils arrivent 5 secondes après, et ils voient l'hélico se barrer, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc des fois, il y a des trucs un peu comme ça, tirés par les cheveux, tu te demandes, enfin bon. Ouais, voilà, tu sais, faut regarder ce genre de film sans trop se poser de questions. Juste histoire de se dire, voilà, on va passer un relatif bon moment en famille. Mais bon, ça restera un film popcorn aussitôt vu, aussitôt oublié. Parlons maintenant de l'étrange Bugonia, avec notamment Emma Stone et Jess Plemons, ou Jessie Plemons, je sais pas trop exactement comment ça se prononce. Alors, celui-là, oui, j'avais vu le trailer. Bon, j'aime bien Emma Stone en général, je regarde pas tous ses films, mais là, ça m'avait intrigué. En gros, on a Emma Stone, qui est chef d'entreprise, assez performante, assez exigeante, d'ailleurs, et ensuite, on va se retrouver à côté avec... deux pecnos, deux ploucs, Jess Plemons accompagné de son cousin, oui, un petit peu bébête, un petit peu idiot, et ils sont persuadés que Emma Stone, eh ben, c'est une extraterrestre. C'est une extraterrestre qui est venue là pour, entre autres, hein, parmi d'autres, qui est venue là pour éradiquer l'espèce humaine. Parce qu'en fait, Jess Plemons, il est apiculteur. Et ça par contre, c'est vrai. Donc, il redoute la disparition totale et définitive des abeilles, et il pense que la disparition des abeilles est orchestrée, entre autres, par Emma Stone, sa grande entreprise, et tous ses collègues extraterrestres. Bon, bah ça par contre, ça c'est la réalité, hein, que les abeilles sont menacées. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des rapports de scientifiques qui prédisent que si les abeilles disparaissent totalement de la Terre, il restera une poignée d'années à l'humanité. Bon les gars, hein, j'ai envie de dire qui vivra verra. Donc en fait, le film part de ce principe-là, part de ce postulat. Et donc nos deux lascars vont élaborer un plan pour kidnapper Emma Stone. Ils vont y arriver et ils vont l'enfermer dans le sous-sol de leur maison. Et puis pour essayer de lui faire cracher le morceau, en fait. Voilà, avoue que t'es bel et bien une extraterrestre. Dis-nous où est ton vaisseau spatial et on veut communiquer avec tes supérieurs pour essayer de négocier une trêve et puis... en gros, sauver l'humanité. Voilà. Le pitch du film, c'est ça. C'est plutôt pas mal. Les dialogues sont cool. Les acteurs sont convaincants. Alors, je sais pas si c'est moi, mais moi j'ai reniflé dès les 10-15 premières minutes du film. J'ai deviné comment le film allait terminer. Donc du coup, il n'y a pas eu trop d'effet de surprise en ce qui me concerne. Mais ça peut... Ouais, c'est sympa à regarder. Mais c'est un film assez atypique. Qui prend son temps. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein, ça sera surtout un film de dialogue, voire même monologue, avec Jess Plemons, hein, qui va justement essayer de expliquer un petit peu tout son raisonnement. Bon, un film assez intriguant, assez original, assez atypique, pas inintéressant à regarder. Les gars, si un soir vous vous faites chier, regardez-le, et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien, parlons maintenant d'une bousasse Netflix, le film Troll numéro 2. Alors, Troll premier du nom, je l'avais vu. Pareil, une exclusivité Netflix. Donc une espèce de film de monstre, tu sais, un peu genre Godzilla, tu vois, un monstre qui vient et puis qui va
terrasser une ville, foutre le bordel. Mais là, ce qui m'avait intéressé dans Troll, c'est que c'est une production européenne, voire même Europe du Nord, hein, tout ce qui est Suède, Norvège. Je crois que c'est norvégien d'ailleurs, hein, il me semble, Troll. Donc du coup, c'est cet aspect-là qui m'avait intéressé, cette espèce de côté blockbuster américain, mais avec une vision européenne et surtout une vision nord-européenne avec des décors de la neige, voilà, des décors polaires. Et bon, moi ça me fait rêver ici, hein, en Tunisie, parce que la neige, tout ça, c'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Donc, ouais, le premier Troll, c'était sympa, c'était assez divertissant. Bon, les effets spéciaux, ça allait, enfin pour une prod Netflix, voilà, c'est du téléfilm, hein, voilà, faut le prendre tel quel. Donc le premier, je trouvais il faisait son rôle. Et ça faisait un bon divertissement sur le moment. Alors du coup, j'avais vu la bande-annonce du 2, ça m'avait intrigué. Ah, j'ai dit ouais, j'ai bien aimé le premier, on va regarder le 2. Ouh là 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 là, alors là on tient là un des plus gros nanars de l'année 2025, hein, aux côtés de War of the World, hein, avec Ice Cube. Ouais, et non mais le Troll 2 les mecs, mais c'est ni fait ni à faire. Ouais, autant le 1 ça allait, mais alors le 2, putain. On va retrouver en gros les protagonistes principaux du premier film qui vont repartir à l'aventure, sauf que là au lieu d'avoir un troll, il va y en avoir deux. Alors là, sur l'affiche, on les voit. Ah ouais, il va y avoir deux trolls, donc est-ce qu'ils vont être copains? Est-ce qu'ils vont se bagarrer? Tu sais, un peu genre Godzilla versus King Kong. Bref, sur le papier, ça promet du lourd, parce que tu te dis, s'ils s'associent, oula, il va y avoir du sale, ils vont arriver en ville, ils vont tout casser, ça va être le bordel. Les humains, ils vont galérer à les arrêter. Ou bien, voilà, s'ils s'affrontent, là, ça promet du grand spectacle. Enfin, voilà, hein, façon Netflix. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bon, je vais te spoiler un petit peu, mais franchement, perdez pas votre temps à regarder cette merde. Oui, effectivement, ils vont s'affronter. Mais alors, l'affrontement, les mecs. Je crois qu'ils s'affrontent à 2 reprises dans le film. Le problème, c'est que t'as un troll qui est beaucoup plus faible que l'autre, quoi. Donc, t'en as un qui lui roule dessus, puis il y a... On a même pas cette satisfaction, en fait, dans le film. Le scénario, il est, mais éclaté. Mais c'est nul à chier, quoi. Déjà, la façon dont le premier troll se réveille, mais... Moi j'étais là, je regardais le film, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, quoi? Voilà, je dis rien, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre? Et puis hop, t'as le troll qui se réveille. Et puis à la fin, il se retrouve dans une cathédrale, dans une grande ville norvégienne, pour découvrir une tombe cachée, que évidemment, il y a des historiens qui cherchent depuis des siècles, et puis eux, voilà, tu te doutes bien, ils arrivent, et puis en 10 minutes top chrono, ils trouvent la tombe, pour essayer de trouver, de trouver le secret pour terrasser les trolls. Oh putain, mais c'est éclaté, les mecs. C'est éclaté. C'est parce que ouais, je me suis dit ouais, allez, au moins ça va être comme le premier. Ça va être rigolo à regarder, ça va être divertissant. Tu sais, c'est le film no brain. Hein, tu t'éteins ton cerveau, tu regardes et puis tu sais avec tes popcorn limite et puis tu passes un bon moment. T'as même pas ça. T'as même pas ça, putain. Ça, on l'avait quand même hein, dans le premier, je trouve. Puis bon, il y avait ce côté ouais, Europe du Nord, norvégien, donc ça changeait de décor, ça changeait de vision aussi, donc. Voilà, j'avais trouvé ça rafraîchissant. Bah, le 2, les mecs, mais c'est ni fait ni à faire. Ouais, bousasse de l'année, hein, aux côtés de War of the World, hein, tranquille. Hein. Bien, parlons maintenant de Tron Ares. Alors, moi, j'aime bien Tron. Alors, le premier film, je crois que c'est de 82. Autant l'histoire, c'est assez pénible. Le scénario, ouais, c'est un peu éclaté. Mais alors, par contre, j'aime bien le revoir. Mais tu sais, en mode, voilà, tu sais, j'ai mon téléphone dans la main, je scroll. Voilà, je prête pas trop attention au scénario, parce que j'ai vraiment... toujours, hein, depuis toujours, hein, j'ai vraiment du mal avec l'histoire du premier Tron. Je sais pas, il y a des gros problèmes de rythme, je trouve, dans ce premier film. Par contre, le visuel de l'époque, avec les visuels de Mobius, les tanks, enfin, quand ils se retrouvent dans cette espèce de monde d'ordinateur, les costumes qu'ils ont, avec, ouais, les espèces de bandes lumineuses et tout. Putain, mais pour l'époque, ce film, il est magique. Franchement, mais d'un point de vue réalisation, il est juste magique. Et le Tron Legacy, moi franchement, je l'avais adoré, parce que là, voilà, on est dans le futur, hein, il y avait tous les moyens informatiques pour faire des effets spéciaux comme ils voulaient. D'ailleurs, ils ont dit, parce que je crois que c'est les mêmes réalisateurs que le Tron original, et ils ont dit, voilà, là, ça y est, toutes les idées qu'on avait dans les années 80, qu'on pouvait pas faire parce qu'on était bridé à cause de la technique, on a pu le faire dans ce Tron Legacy, avec le retour de Jeff Bridges. Ça, moi, j'avais adoré, puis bon, la BO des Daft Punk, franchement. Voilà, franchement, moi, j'avais adoré hein, ce Tron Legacy, et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait une suite directe, parce qu'il y avait matière à faire une suite directe.
de ce Tron Legacy. Mais non, tous les personnages voilà, de Tron Legacy, pauvres, ça y est, on les esquive, donc à savoir le fils de Flint, et puis Olivia Wilde, enfin l'actrice Olivia Wilde, qui est une des plus belles actrices aujourd'hui, je trouve franchement la meuf, elle est ultra bonne. Et voilà, donc elle sort du monde virtuel et elle part avec le fils de Flint dans le monde réel et tout. Franchement, mais il y avait matière à développer un super truc là. Puis non, on fait table rase et on repart sur une nouvelle base avec Jared Leto, entre autres. Bon, alors ce Tron Ares, ça a pas de goût, c'est fade quoi. Puis, le scénario. Ouais, le scénario. Là où le Tron Legacy se tenait bien, voilà, il y avait quand même un certain côté haletant. Voilà, avec le fils de Flint qui se retrouvait dans le monde virtuel et puis qui allait retrouver son père et obtenir toutes ses explications. Et puis l'arrivée des... Voilà, que son père a découvert qu'il y avait vraiment un monde vivant à l'intérieur de ce monde virtuel. Bref, il y avait des bons enjeux. Ouais, dans le Tron Legacy, le Tron 2, il était intéressant à regarder. Il était bien écrit. C'était cool. Alors, voilà, associé à des bons effets spéciaux, une OST d'enfer et tout. Bon, là, les effets spéciaux de Tron Ares, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, oui, la BO, voilà, de Nine Inch Nails. Ouais, ça marche, mais j'ai moins... Ouais, j'ai pas trouvé ça aussi marquant que celle des Daft Punk. Mais là, il y a aucun enjeu, quoi. Mais moi, le gros problème, c'est le scénario, quoi. Voilà, autant Jared Leto, ça passe. Voilà, Jared Leto, qui est un programme informatique... En gros, c'est ton pare-feu de Windows, quoi. C'est la sécurité, c'est le chef de la sécurité de Windows. Et puis, du coup, ils ont... là, on retrouve aussi Ivan Peters, qui est... En fait, il y a deux grosses multinationales qui vont s'affronter, le contrôle du monde virtuel. Et ils ont trouvé le moyen, de créer matériellement ce qui se retrouve dans ce monde virtuel. En fait, matérialiser les programmes, voilà. Tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils sont limités. C'est-à-dire que dès qu'un programme va apparaître, avec une arme, par exemple un véhicule, au bout de 29 minutes, il va se désintégrer et ça va être terminé et le programme va se retrouver à l'intérieur du monde virtuel. Et l'enjeu, c'est que y a une des deux sociétés, il y a une des dirigeantes qui a trouvé comment matérialiser de manière définitive des programmes dans le monde réel. Voilà, ça c'est le scénario grosso modo de Tron Ares et le pitch. Et là on a notre Jared Leto qui va se retrouver dans le monde réel, qui va avoir 29 minutes pour passer chez la concurrence, parce que voilà, Jared Leto il est chez les méchants entre guillemets et il va arriver chez les gentils pour obtenir la vie éternelle entre guillemets, ou du moins le moyen de vivre parmi nous, en fait, parmi les vivants. Et puis fan service, il va se retrouver dans le monde virtuel, il va retrouver Flynn, enfin du moins la conscience de Flynn, qui va lui dire c'est vrai programme, toi tu veux réellement vivre dehors. Ah ok, pourquoi pas. Et c'est vraiment du petit enjeu, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve avec un programme qui veut s'émanciper et puis qui veut profiter de ce système pour pouvoir vivre parmi nous. Voilà, c'est tout. C'est vraiment voir un monde, tu sais, c'est une longue... En fait, tu prends la longue vue puis tu l'inverses. Voilà, c'est-à-dire que Tron, l'univers de Tron, mais t'avais un boulevard pour faire des dingueries d'un point de vue scénaristique, et on se retrouve à regarder tout cet univers par le petit bout de la lorgnette. Voilà, pour moi, le gros problème, il est là. Parce que voilà, la BO, ok, c'est bien. L'univers, les effets spéciaux et tout, rien à dire, c'est propre, c'est nickel. C'est divertissant. Jared Leto, moi, il m'a pas dérangé outre mesure. La forme du film, pour moi, ça me pose pas de problème. C'est vraiment le fond. C'est vraiment le fond, c'est creux. Voilà, c'est creux. C'est creux comme un radis, et puis... il semblerait que le public, il s'en foutait un peu de Tron, parce que, Tron Legacy, déjà, il avait marché, mais sans être un méga top non plus. Là, Tron Ares, ça a été un flop absolu, donc je pense que ça y est, Tron, on va plus en entendre parler. Enfin, du moins au cinéma, peut-être en série, un jour, il y aura un comeback dans, 5 ou 10 ans. Est-ce que le format, c'est plus approprié pour un format série ? Je sais pas, j'en sais rien. Mais ouais, ils sont cons, parce que franchement, ils auraient dû faire une suite directe de Tron Legacy et puis voir grand. Mais non, du coup on se retrouve avec ce film assez minimaliste au final, j'ai envie de dire. Avant-dernier film que je vais citer dans cette vidéo avant de vous parler de Stranger Things saison 5, Predator Badlands. Alors celui-là, j'ai hésité, autant tu vois par exemple Terminator Dark Fate. Là j'ai pas osé. Je l'ai pas vu et je pense que je le verrai jamais. Le dernier Superman, mais direct, je le mate pas. Le Supergirl qu'ils ont annoncé.
Ouais, bon, je veux pas être méchant, hein, mais j'espère que ça va sévèrement scrouter au box-office parce que c'est ni fait ni à faire, quoi. Ni fait ni à faire. Bon, alors maintenant, ce Predator Badlands. J'ai hésité. Puis la curiosité a finalement pris le pas. Je l'ai regardé. Et ben finalement, c'était pas si mal. Mais, avec un grand mais. Disney, quoi. Tout le problème est là, quoi. Bon, on va récapituler vite fait l'histoire de Predator Badlands. Au début, l'histoire commence avec un Yoja qui va affronter un autre Yoja qui s'avère être son frère. Et en fait, son frère devait exécuter son petit frère qui était considéré trop faible. Il a choisi de l'épargner. Enfin, du moins, il l'a trouvé suffisamment digne. Lors de son combat, le père arrive et dit bah alors, tu l'as pas nettoyé encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Non, il s'est bien battu. Il mérite sa chasse. Voilà, pour pouvoir devenir un Predator, un vrai Yoja, il doit faire ce rituel finalement d'aller chasser une proie et revenir avec le trophée, hein, donc c'est-à-dire la tête, le crâne. Et ça y est, t'as réussi mon fils, t'es un vrai Yoja. Le père non, il a pas voulu. Alors du coup il bute le frère devant les yeux du petit frère. Voilà, son frère a réussi à le sauver in extremis et il l'envoie du coup sur une planète où il va devoir chasser le Kalisk. Le Kalisk qui est apparemment le trophée ultime hein, pour les Predators. En fait c'est une créature qui est invincible, hein, grosso modo. Donc du coup notre petit Yoja, on va l'appeler comme ça, va atterrir sur une planète inconnue où il va trouver rapidement la moitié d'un androïde hein, incarné par Elle Fanning qui fait bien son rôle, je trouve. Et oui, ok. Oh, tu parles un peu trop, toi, tu m'emmerdes là. Et puis bon, il parle avec sa gueule de porte-bonheur, tu vois. Voilà. Mais c'est pareil, quand tu vois le design du Yoja et que tu compares avec celui du film de Schwarzy, enfin, il y en a un qui est un peu plus badass que l'autre, quoi. Là, c'est Yoja du futur, c'est Yoja homme soja. Hein. Enfin, tu m'auras compris. Bref, donc il va ramasser cette moitié de corps d'androïde. Elle est Fanning et lui il le considère comme un outil pour réussir sa chasse en fait. Et puis rapidement dans le film, donc il va traverser cette planète hostile hein, il va apprendre l'environnement. Tiens, il y a tel animal ici, voilà ce que c'est, voilà ce que ça fait, telle plante, tel arbre, voilà, donc il va apprivoiser un peu cet environnement, et rapidement, ils vont tomber sur une armée d'androïdes, en fait, qui ont été envoyés là par la société Weyland, hein, coucou Alien, voilà le rapport, hein, Alien versus Predator, oui, je pense qu'on va y revenir. Donc, cette équipe d'androïdes, envoyée par la Weyland Company, pour, elle aussi, capturer le Kalisk. Voilà, après, j'irai pas plus loin, je vais pas spoiler plus que ça. Et là, j'ai envie de dire, quel dommage. Parce que, finalement, l'histoire, le pitch, le principe, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, voir un Predator banni de sa tribu, évoluer, devenir Yoja, et puis éventuellement revenir se venger, et puis la quête du trophée impossible, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais pour moi, le film, il a deux gros problèmes. Déjà, le look du Predator. Il fait trop gentillet. Bon, puis alors après, il y en a qui disent, ouais, ils l'ont humanisé, tout ça et tout. J'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, il fait ami entre guillemets avec ce droïde. Voilà, puis après, d'autres trucs, mais ça, je vais pas développer ça dans cette vidéo. Et d'un autre côté, on se retrouve avec cette armée d'androïdes. Voilà, et ça, c'est le deuxième problème du film, pour moi. Donc déjà, le look du Predator. Ouais, ça fait trop gentil, ça fait trop sage, tu vois. Autant tu vois le frangin, tu dis, ouais, ça va. Le père, tu dis, ouais, ça va, badass, très bien, crédible, pas de problème. Mais ouais, le petit frère, ouais, ils ont vraiment voulu montrer qu'il était faible. Mais là, c'est too much, je trouve. Et ouais, les androïdes. Parce que là, du coup, oui, tu te doutes bien, il va y avoir des séquences dans le film où ça va jarcler de l'androïde. Mais c'est des androïdes. Donc tu t'en fous, c'est des robots, tu vois, c'est... Et si ils avaient envoyé une équipe de bourrins, voilà, je sais pas, des vrais gens, alors avec des androïdes, d'accord, mais des vrais gens, voilà, une vraie équipe de scientifiques, avec, accompagnés de militaires, voilà, avec des Schwarzy, voilà, des Schwarzy, des mecs qui ont des couilles, qui ont des muscles, et puis qui portent des putains de pétoirs, tu vois. Et qu'est-ce que ça aurait pu être ultra intéressant, d'avoir ce trio, c'est-à-dire ce Predator à la recherche de son identité, voilà, à la recherche de l'acceptation de son clan, donc avec des motivations solides. De l'autre côté, une équipe de scientifiques et des militaires,
armé jusqu'aux dents et bien vénère et suffisamment déter pour pouvoir récupérer le Kalisk, parce que eux aussi ils veulent récupérer le Kalisk, et de l'autre côté, le Kalisk, cette espèce de monstre ultra badass, quasi invincible. Là, les gars, on aurait pu avoir un trio, et là on aurait pu avoir des dingueries, quoi. Franchement, entre un Predator qui a rien à perdre, une équipe de militaires couillus, comme on avait à l'époque, dans les années 80, mais bon... On est dans les années 2020, là, c'est Predator Popcorn, hein. Voilà, c'est Predator Popcorn, hein. C'est limite Predator tout public. Voilà, quoi, donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, sur le papier, sur le principe, pourquoi pas. Mais, bah oui, tu l'auras compris, sacré rendez-vous manqué. Parce que franchement, d'un point de vue visuel, il n'y a pas de problème. Le film est crédible, hein, la planète sur laquelle ça se passe et tout, le décor, les plantes, la faune, la flore, c'est bon, il n'y a pas de problème, les effets spéciaux et tout, voilà, la créature, le Kalisk et tout, c'est cool. Il n'y a pas de problème, mais ben voilà, c'est Predator façon Disney, quoi. C'est Predator façon grand public. Donc, bon, ça se regarde. Ça se regarde. Faut pas en attendre grand chose. Bah ouais, enfin là, c'est. Ouais, t'aurais mis McTiernan au comment. Alors, il est blacklisté maintenant, McTiernan, mais. Je demande pas de faire revenir Schwarzy parce qu'il il est trop vieux, mais. Tu vois, je sais pas, une nouvelle génération d'acteurs bien couillus, bien badass, et puis un mec qui a des couilles à la réal. Et puis un mec qui aurait pu dire à Disney, allez vous faire foutre, voilà, donnez-moi le budget, d'accord, et moi je vais vous faire un vrai Predator, un truc badass, ok, même il sera rated R, hein, comme on dit aux States, interdit aux moins de 17 ans, mais vous allez voir, ça va taper dur, et franchement, je pense que ouais, ça aurait pu cartonner, quoi. Quand tu vois Deadpool, Wolverine, là, qui est classé R et qui a dépassé le milliard, c'est possible, voilà, la preuve est là, mais non, on se retrouve maintenant sous l'égide Disney. Et puis oui, tu le sens, quoi. Donc quel dommage. Ah, quel dommage ce Predator Badlands. Regardez-le quand même par curiosité parce que tout n'est pas acheté. Mais ouais, au final, hein, quand tu repenses au Predator de 87 et puis tu dis putain, si on avait fait un mix des deux là, tu vois, tu prends le scénar là de celui-là, tu vires les robots, tu mets des humains, puis tu prends toute la tension du premier avec l'aspect badass du premier, l'aspect réaliste du premier, et du coup une traque, un triangle. Un triangle de track. On aurait pu avoir un truc de ouf, mais voilà, on est dans le futur, hein, et le futur, qu'est-ce qu'il est décevant parfois, hein, même trop souvent, j'ai envie de dire. Eh bien, on va conclure cette vidéo avec la fameuse saison 5, la dernière saison de Stranger Things, une série qui a commencé en 2016. Je suis pas trop série, mais là, ouais, j'avais regardé, parce que années 80, groupe d'enfants. Ouais, je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver un peu l'esprit candide des Goonies, par exemple, enfin, tu sais, de tout cet héritage-là, et ouais, et franchement, ouais, c'était bien fait. Oh, les frères Duffer, l'illusion, elle était parfaite, quoi, la saison 1, mais c'était magique. Ah, c'était magique, puis ouais, les acteurs, ah, c'était cool. Ah, la saison 1, moi, j'avais adoré. La 2, un peu moins, parce que, il y avait le personnage de Cali, qui a disparu après, voilà, saison 3, je m'en souviens plus. Saison 4, oh là là, saison 4, beaucoup disent que c'est la meilleure saison, ouais. Oh ouais, franchement, là en fait, on passait d'un épisode à l'autre, long métrage sur long métrage. C'était 2 heures par épisode. Putain, quand on a vu le planning, on s'est dit, mais non, des épisodes de 2 heures, mais ça va être trop long, ça va être indigeste et tout. Puis je l'ai bouffé, la saison 4, je l'ai adoré. Saison 1, saison 4, hein, c'est... Voilà, la saison 2, oui, un peu en dessous, mais ça va. La saison 3, je m'en souviens plus. Mais oui, ça va, enfin, ça m'a pas laissé un mauvais souvenir. De la saison 1 à 4, ça se tenait bien, hein, voilà. C'était homogène, c'était cohérent, avec des sacrées fulgurances sur la saison 4, et puis maintenant arrive cette saison 5, déjà elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard, cette saison 5, je crois, et 3 ans après la saison 4, je crois, c'est trop. C'est trop, puis bon, les acteurs, ils ont trop grandi, quoi, tu vois, donc... ouais, limite, tu mets ça de côté, tu dis admettons. Bon, beaucoup ont été déçus, hein, de cette saison 5, et malheureusement, je vais m'inclure avec la majorité, mais... Tu vois, je voulais attendre l'épisode final avant de donner un avis sur la saison 5. Voilà, première partie avec les 4 premiers épisodes, deuxième partie avec les 3 épisodes, donc 5, 6, 7, et le 8ème, la grande finale, sortie le 1er janvier. Je dis, ouais, je vais attendre que tout sorte, voilà, tout regarder. Peut-être le final va rattraper un peu. Et oui, ouais, en ce qui me concerne, oui, le final a rattrapé un peu parce que, déjà d'un point de vue réalisation, ouais, j'ai retrouvé un peu, alors je dirais pas épique,
Parce que non, le final n'est pas épique. Malheureusement. Mais il est aussi bien réalisé, je trouve, que certains épisodes qu'on a vus dans la saison 4. Voilà, le final ici de cette saison 5, tu peux l'enchaîner avec la saison 4. Enfin, d'un point de vue technique, ça fait pas tâche. Là où toute l'intégralité de la saison, donc de l'épisode 1 à 7, le pognon, tu le vois pas trop. Et puis, le scénar, quoi. En fait, les frères Duffer, oui, ils avaient tout prévu depuis le début. Ils savaient plus ou moins comment ça allait terminer. Alors après, il y avait en suspens quel personnage on va faire mourir, quels sont ceux qui vont s'en sortir, et quelles créatures on va intégrer. Et en fait, c'est ça un peu le problème de Stranger Things, c'est qu'à chaque saison, on nous présentait des nouveaux personnages. Voilà, la saison 2, il y avait Max qui était intégré, mais voilà, là, il y avait un perso. Enfin, Max et son frère, qui disparaît dans la fin de la saison 2. La saison 3, l'introduction de Maya Hawke, donc la fille d'Uma Thurman et de Ethan Hawke. Robin, la saison 4, donc il y avait Joseph Quinn qui faisait le mec là, du Hell Driver Club. Ouais, si je l'écorche pas là, Eddie, voilà, Eddie, c'est ça. Qui mourrait d'ailleurs à la fin de la saison 4. Donc voilà, t'introduis un perso, il meurt, ok. Voilà, mais après on se retrouve avec plein de persos, voilà, dans la saison, la dernière saison, donc ils introduisent Deep Shit Derek. Lui, il m'a fait marrer. Ce petit gars là, ce gamin, il m'a fait marrer. Enfin, surtout son rôle, il m'a fait marrer. Ils ont alors du coup développé la sœur Holly, la sœur de Nancy et Mike. Alors Mike, du coup, qui se retrouve. Alors il est même pas au second plan. Il est relégué au PNJ. Ça devient un PNJ. Bon, ça remue un peu dans le dernier épisode quand même, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de persos qui sont passés un peu au second plan. Et alors, je trouve que Holly, on la voit trop. Voilà, dans cette saison 5, on la voit trop, puis ça s'étire. Ça s'étire et tu sens que les frères Duffer, en fait, ils savaient où finir, mais ils savaient pas comment y aller. Bon, puis pareil, tout le développement de Vecna qui est assez décevant. Le Manflayer, aussi la connexion avec le Manflayer, ça c'est vraiment vite fait. C'est-à-dire qu'ils ont développé des trucs qui traînent en longueur, qui servent à rien. Et à côté, on se retrouve avec des trucs où on a encore faim parce qu'on aurait aimé en voir plus. Puis il y a des épisodes qui servent à rien, genre l'épisode 5. L'épisode 5, il était imbuvable. Et maintenant, on se retrouve même avec des mèmes. Quand Max s'échappe de l'esprit. Je vais spoiler un petit peu, mais c'est pas grave. L'esprit de Vecna avec Holly. Il y a le portail qui s'ouvre devant elle. Elle est emprisonnée depuis la saison 4. Donc ça fait au moins, je crois, dans le récit, au moins 1 an et demi, 2 ans qu'elle est dans le coma, entre guillemets. Mais en fait, non, son esprit est enfermé dans celui de Vecna. Et il y a le portail qui s'ouvre devant elle. Putain, mais moi, ni deux, j'aurais sauté dedans. Mais non, elle est là, elle entame un monologue avec Holly et tout. Enfin, ça a ni queue ni tête. Il y a une scène aussi avec les débauchiens qui reproduisent un peu la scène de Jurassic Park, tu sais, avec les raptors là dans la cuisine qui cherchent les enfants. Alors tu vois un Demodog, je sais pas, il saute, tu sais, puis il enfonce des portes. Enfin, en gros, ils sont badass, quoi. Alors que t'as le gamin Lucas là qui est en train de porter justement Max, et puis quand il en kick un, il est dans l'ascenseur. Enfin, il y a vraiment des trucs mais invraisemblables dans cette saison 5. Mais enfin, t'y crois pas une seconde, quoi. Et puis bon, le combat final, c'est expédié, il y a aucun côté épique. C'est ça, il y a aucun souffle épique. Là, on avait vraiment un souffle épique dans la saison 4. Il y avait vraiment des enjeux. Eddie aussi qui se sacrifie. Donc là, tu te disais, ouais, personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. Et là, non, c'est vraiment beaucoup trop sage, la saison 5. Bon, par contre, alors, j'ai envie de dire, le mai, c'est la dernière heure. Parce que, l'épisode final, voilà, en gros, il dure 2 heures. Allez, il y a la première heure, c'est la fin de la saison 5, en fait, la fin de l'histoire. Voilà, la résolution, ça y est, de tout, j'ai envie de dire. Et la dernière heure, qui va clôturer tous les arcs, en fait, l'après. Voilà, ça se passe, je crois d'ailleurs, 18 mois après, 1 an et demi après. Que font nos personnages? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Et là, franchement, quand t'as aimé la série et que tu l'as connue depuis le début, moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire touché. Ça a fait son petit effet. Ouais, le côté émotion, pour moi, il était là. Pour moi, il était là. J'ai trouvé cette dernière heure assez touchante, assez émouvante. Et du coup, j'ai bien apprécié que les frères Duffer prennent leur temps pour nous expliquer les personnages qu'on a suivis, qu'on a vu grandir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir, où c'est qu'ils vont aller. Et mention spéciale au pitch que fait Dustin à la remise des diplômes. Et en fait, ce qu'il dit, c'est une métaphore sur ce que les acteurs ont vécu réellement. Parce que Dustin,
Voilà, il est là, c'est la fin du lycée, la fin des études, voilà, des études primaires, entre guillemets. Et puis, bah, avec tout ce qu'ils ont vécu, voilà, les drames qu'ils ont vécu, l'Upside Down, les Démogorgons, tout ça, Dustin il a dit, ouais, on nous a volé notre enfance, on nous a volé une partie de notre enfance, une partie de notre adolescence. Hein. C'est vrai que ces gamins-là, ils n'ont pas eu une enfance et une adolescence normale. Hein. Mais quand tu compares à la vraie vie, bah, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi parce que bah, quand ils étaient gamins, voilà, ils se sont retrouvés dans cette série de Stranger Things, ils ont grandi avec, c'est leur vie, en fait. Et là, c'est un chapitre qui se clôt. Donc en fait, quand t'as Dustin qui parle et qui fait ce discours à la fin de la série, donc qui parle au personnage de la série, mais et c'est là que c'est d'autant plus émouvant et touchant parce que tu te dis c'est valable pour eux aussi, pour les vrais acteurs dans la vraie vie. Ça clôture là aussi un chapitre important de leur vie. Est-ce que ça a ruiné leur enfance et leur adolescence? Peut-être pas autant que ce qu'ont vécu les personnages évidemment dans la série là, ils ont rien vécu d'atroce. Bien évidemment, ils ont vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça c'est clair, net et précis. Et donc j'ai trouvé ce côté touchant. Alors oui, maintenant la fin reste ouverte. Hein. Je vais pas spoiler concernant la fin. Chacun interprétera ça comme il veut. Enfin, pour moi, c'est positif. Hein. Voilà, je vais pas dire. Pour moi, il y a aucun doute possible. Enfin, c'est du positif. C'est pas. Tu vois, il y a le blanc et le noir. Tu vois, non, moi, je prends le blanc. Hein. Enfin, pour moi, il y a même pas de doute possible. Voilà. Et puis bon, bah, il va y avoir d'autres. Enfin, t'inquiète pas. Et tu sais, c'est comme Star Wars quand ça s'est terminé au cinéma. Putain, plus jamais on reverra Star Wars. Ouais, t'es à mon cul, hein. Tiens, on va traire la vache au maximum. Donc t'inquiète pas que Stranger Things. Surtout que maintenant, ça y est, Netflix a annoncé que c'était la série la plus vue de la plateforme. Donc, non. Les gars, oulala, vous inquiétez pas. Oulala, on n'a pas fini d'en bouffer du Stranger Things. Là, c'est la fin d'un cycle. Oui, mais il va y avoir des spin-offs. Voilà, ils ont annoncé une série animée, là, je crois qu'il va sortir courant de l'année. Peut-être un spin-off sur Nancy. Puis vous inquiétez pas, on aura la suite. Mais oui, on aura Stranger Things, voilà, épisode 6, / suite, reboot. Ouais, dans 5 ou 10 ans. Voilà, vous inquiétez pas. Mais oui, vous inquiétez pas. Y a pas de problème. Maintenant, à voir ce que vont devenir tous ces jeunes acteurs. Parce que, Millie Bobby Brown, la petite gamine hein, qui interprétait Eleven, ça y est, elle a lancé sa carrière. Bon, avec plus ou moins de succès, hein, réussite. Putain, son dernier film, Electric State. Ouais, Godzilla, j'ai pas aimé. Bon, il y a les Enola Holmes, hein, la sœur de Sherlock Holmes hein, sur Netflix. Ça, c'est un peu comme Insaisissable, hein, sitôt vu, sitôt oublié. Ouais, c'est pas une grande actrice. Par contre, ça dit signe que, ouais, la nana qui fait Max, là, la petite gamine, là. Oh oui, alors là, par contre, ça, c'est à suivre. L'acteur qui fait Vecna, aussi, là, il a une gueule, il a un charisme. Donc, à voir ce que lui, ça va donner, là, le petit gamin qui fait Derek aussi. À voir, la gamine qui fait Oli, hein. Ouais, parce que oui, convaincante, hein. Ouais, convaincante dans la saison 5, même si on la voit un peu trop à mon goût. Bon, puis après, voilà, les autres acteurs. Ouais, je crois le Noah Schnaps, là, celui qui fait Will, je crois que lui, il a plus ou moins bousillé sa carrière en ouvrant sa tronche, en ouvrant sa gueule à tort et à travers dans les médias. Dustin, je vais être curieux, ouais, Gaten Materazzo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a rien fait, pour le moment, sorti de Stranger Things, il a rien fait. Ouais, curieux de voir ce qu'il peut faire éventuellement à côté. Le petit noir aussi, là, Caleb McLaughlin, je crois il s'appelle. Oui, à voir. Hein. Puis surtout, peut-être une des révélations, Maya Hawke, hein, voilà, la fille d'Uma Thurman et de Ethan Hawke. Ouais, elle, tu sens qu'elle a, ouais, elle en a sous le pied. Hein, il y a du potentiel. Donc, ouais, moi je trouve que ceux qui sortent du lot, c'est elle. Et puis, Sadie Sink. Hein. Il y a ce bon vieux Joe Kerry aussi, moi je l'aime bien, ouais. Ah, il a une bonne gueule ce gars là. On l'a vu dans 2-3 trucs. Je crois on va le voir dans un film là, qui va sortir cette année. Oh, ça a l'air d'être assez osef. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien maintenant ce que Stranger Things va nous léguer. Mais, voilà, qu'on le veuille ou non, même si. Ouais, ça reste cool à regarder, quoi. C'est pas de la merde. Hein. La saison 5, c'est pas de la merde, faut pas déconner. C'est pas une catastrophe non plus. Ça reste sympa à regarder, mais ça aurait pu être tellement mieux, quoi. Donc oui, c'est décevant, ouais, c'est décevant, mais c'est pas de la daube. Voilà, enfin, si t'aimes l'univers Stranger Things, t'auras à boire et à manger. Tu vas picorer par-ci par-là. Il y aura toujours des éléments qui vont te plaire à droite à gauche. Mais je pense que par contre, pour celui qui a bien aimé la série sans plus, ouais, cette saison 5, ça risque d'être compliqué à regarder. Elle est beaucoup trop longue. Ouais, franchement, ils auraient dû faire. Ils auraient dû même enchaîner directement à la fin, quoi. À la fin de la saison 4. Toi, ils auraient rajouté 2 épisodes de 2 heures plus le final, c'était suffisant.
C'était suffisant, ouais, pour conclure le truc. Donc là, cette saison 5, ouais, ils auraient dû tirer à... Ouais, 4 épisodes max. C'est des épisodes une heure et quart max, pas plus. Pas plus, et puis nous faire un final beaucoup plus ambitieux, quoi. Parce que là, franchement, ouais, t'as un peu de mal à y croire, hein. Franchement, enfin, ouais, il y a quand même, il y a beaucoup de séquences où tu dis, enfin, ouais, faut vraiment mettre la suspension d'incrédulité en route, hein, dans cette saison 5, parce que autant avant ça pouvait se tenir. Bon, enfin, ça reste une série fantastique et extraordinaire, bien sûr, quoi. Mais là, avec des trucs scientifiques et tout, mais bon, là tu te dis passons là-dessus, mais là, il y a des séquences, ouais, t'y crois pas, quoi. Enfin, le dialogue avec Oli, là, puis l'autre avec le portail à côté, puis qui fait son monologue, le petit Black, là, quand il porte Max, et puis il kick le démo dog avec un seul kick, enfin... Ouais, et puis bon, bah les parents aussi, les parents de Mike, là, Oli, là, son père, il tombe dans le coma, puis après il sort de la série, hein, on le voit plus. La mère badass, là, Linda Hamilton, tiens, j'en ai pas parlé, mais elle sert à rien. Elle sert à rien. C'est uniquement, Linda Hamilton, c'est uniquement le faire valoir, années 80, faire le lien Terminator, Sarah Connor, c'est tout, hein. Elle ne sert à rien. Elle est là pour remplacer le rôle là, du docteur Brenner, mais elle ne sert à rien. Franchement, ouais, elle a des séquences, elle gueule un peu après les soldats et tout. C'est une bonne actrice, voilà, elle a son charisme, bien sûr. Mais là, c'est uniquement le fanservice, tu vois, c'est uniquement pour appuyer le côté années 80. Son rôle, il est archi pas développé, enfin, c'est rien, quoi. Donc, oui, déçu, hein, globalement, bien sûr, hein, de cette saison 5. Mais j'ai eu quand même, ouais, bah, mon petit nonos arrangé quand même le long de la série. Voilà, il y avait quand même des trucs sympas, voilà, à grignoter tout le long. Et puis bon, bah, la dernière heure qui... Alors, ça rattrape pas, hein, on va pas se mentir. Mais ça finit sur une relative bonne note, quand même, pour moi. Donc voilà, les gars, ce que je peux vous dire concernant Stranger Things, saison 5. Voilà les gars, ainsi va s'achever cette vidéo. Et ben exprimez-vous en commentaire quel film ou série avez vu récemment. En ce qui me concerne, je suis en train de regarder Pluribus. Alors je vais attendre de terminer pour vous en parler, bah du coup dans une prochaine vidéo. Voilà, est-ce que vous avez aimé des films et séries ces derniers temps? Est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu? Voilà, la saison 5 de Stranger Things, allez-y. Qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire? Et puis moi, eh bien je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.